Abdourahmane Niang. Parlons d'abord des arrestations dans les rangs du parti PASTEF, les Patriotes et des organisations alliées à la formation politique dirigée par le député Ousmane Sonko. L'épouse de l'administrateur de PASTEF et le coordonnateur du département de Dakar au sein de ce parti sont toujours en garde à vue à la division des investigations criminelles. S'agissant de Madame Patricia Koundoul qui avait été arrêtée hier, les enquêteurs visent les chefs d'inculpation suivants: attentat à la sûreté de l'État et diffusion de fausses nouvelles. En ce qui concerne Abbas Sall, le responsable de PASTEF à Dakar, on apprend qu'aucun chef ne lui a encore été notifié. Toujours selon nos informations, il refuserait de répondre aux questions des enquêteurs de la DIC depuis son arrestation dimanche dernier. Et puis, toujours au sujet de cette affaire, les conséquences se font ressentir. Les salons de massage à Saly sont impactés négativement par cette affaire. Les gérants ne voient plus de clients. Ces derniers sont devenus méfiants, mais les masseuses, rassurent en mettant en avant leur professionnalisme. Reportage sur place, Abdourahmane Diallo. Nous sommes devant la porte d'un salon de massage à Saly. Certes, la porte est ouverte, mais il n'y a personne dans ce salon. 5 mètres après, une dame, balai à la main, nous indique des salons de massage avant de nous demander le type de massage voulu. Tout ce qu'on fait, c'est un travail professionnel. On n'a rien d'autre à faire de plus. Tu viens, tu veux un massage, on te fait le massage, tu payes et tu repars. Si tu es venu avec d'autres intentions, on ne te reçoit même pas. Nous, on est des professionnels. La seule chose qui nous préoccupe, c'est la préservation de notre travail. Finalement, nous avons choisi l'angle Moussanté. Ici, il y a un long couloir. Plusieurs salons de massage y sont installés. À notre arrivée, les salons sont ouverts, mais pas encore de clients. La Covid et l'affaire Sonko Adji Sarr sont passés par là. Si nous, depuis la maladie, là, les clientèles s'est diminué depuis ça jusqu'à maintenant, on marche de rupture. Mais quand même, quand j'ai entendu le cas là, j'ai dit, peut-être ça va faire une diminution aussi pour les clients. Parce que beaucoup de clients vont avoir peur pour venir se masser. Certes, ces salons n'ont pas bonne presse, mais les gérantes rassurent qu'elles ne font que du massage. Mais par exemple, yu gars di wax noonu yu bon yi ci kii mais yow ñun dañ koy éviter parce que suñu liggéey dañ ko bëgg a jàpp mu dem ci kanam yooyu ñun dañ koy éviter massage dañ c'est que ñoom massage dañ leen defal ku bëgg massage ñooñu massage ku bëggul massage di bëgg la ca des ñu dàq la nga génn. D'ailleurs, ces masseuses ajoutent que la police fait souvent une descente sur les lieux pour des contrôles. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Autre volet de cette affaire, l'installation des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Le choix de Fatou Ndiaye, qui représente les non-inscrits, fait polémique. Cheikh Bamba Dièye dit ne rien comprendre, surtout que c'est lui qui avait été choisi pour représenter les non-inscrits. Une lettre sera envoyée au président de l'Assemblée nationale et à la présidente de la commission des lois. Barthélémy Ngom. Cheikh Bamba Dièye, non inscrit, dit ne pas comprendre d'où sort cette proposition dans la mesure où c'est lui-même qui a été choisi. Il alerte. Si jamais ils veulent faire du forcing et amener Mme Ndiaye à siéger alors que les non-inscrits ne veulent pas qu'elle siège, cela va conforter la thèse du complot. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de la dignité et de l'honneur d'un homme qui est important pour ce pays et qui focalise l'attention des milliers de Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle, pour traiter un tel dossier, il faudrait que toutes les conditions de garantie soient là. Et cela commence par le respect des règles et des libertés de chaque groupe. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons un problème. L'affaire est donc prise très au sérieux par les non-inscrits. Et d'ailleurs, une lettre sera envoyée au président de l'Assemblée nationale et à la présidente de la commission ad hoc. Et Cheikh Bamba Dièye dit prendre l'opinion à témoin. Nous, les non-inscrits, nous avons fait une lettre que nous avons adressée au président de l'Assemblée nationale et à la présidente du comité ad hoc. Et je voudrais que tous les Sénégalais en soient informés. Les non-inscrits ont décidé que c'est Cheikh Bamba Dièye qui sera représentant des non-inscrits dans le comité ad hoc. C'est cela qui doit être fait. Parce que c'est ça la volonté des non-inscrits. Si jamais autre chose doit prospérer, que tous les Sénégalais sachent que l'Assemblée nationale, dès le départ, s'est enlisée dans un système qui crédite la thèse du complot et la thèse d'une volonté de tout faire pour que la transparence et le respect des droits de l'honorable député Ousmane Sonko
ne soit pas respecté. Nous avons eu des antécédents avec l'affaire Khalifa Sall et je ne voudrais pas encore une fois qu'un éminent membre de l'opposition puisse être servi en pâture. Cheikh Bamba Dièye termine pour dire qu'il est décidé à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Le téléphone de la dame Fatou Ndiaye que nous avons joint sonne dans le vide. Et puis pour être complet sur ce dossier, le SYNPICS condamne les menaces de mort contre Maïmouna Ndour Faye, patronne de la chaîne de télévision 7TV. Le syndicat des professionnels de la communication demande à l'État de prendre des mesures pour garantir la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur travail. Écoutons Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS au micro de Koumba Sandiane Faye. On a constaté depuis quelques jours, depuis l'éclatement de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Ousmane Sonko, que des journalistes et des travailleurs des médias font l'objet de messages d'intimidation et ou de messages de menaces, allant même jusqu'à des messages de menaces de mort. Nous avions, si vous vous rappelez, sorti un communiqué il y a à peu près une semaine pour dénoncer cet état de fait. Nous réitérons les termes contenus dans ce communiqué-là. Maintenant que les choses commencent à dégénérer, nous allons aujourd'hui saisir le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice du Sénégal parce qu'ils sont garants, l'un de la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais, l'autre du bon fonctionnement de la justice. Nous les saisirons, mais nous saisirons également aujourd'hui nos entités qui nous représentent au niveau international, Reporters sans frontières, Fédération internationale des journalistes, Human Rights Watch également, parce que ce qui se passe est inacceptable. Nous n'allons pas accepter qu'on mette un policier derrière chaque journaliste. C'est impossible d'ailleurs. Et nous n'allons pas accepter également que par des menaces ou par des manœuvres du genre, qu'on empêche les journalistes de faire leur travail. Si un journaliste est fautif, professionnellement parlant, ou si un journaliste heurte de par son travail la présomption d'innocence ou autre, il est possible que la personne qui se sent visée aille se plaindre auprès des juridictions. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans une jungle. Il faut que cela soit très clair. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Les travailleurs de la Banque agricole ex-CNCAS sur le pied de guerre. Ils ont observé hier une journée de port de brassard rouge. À l'origine de ce mouvement d'humeur, les augmentations de salaire pour le top management, des augmentations du simple au double, voire au triple. Les travailleurs réclament aussi une revalorisation salariale. Le directeur général de cette banque minimise et annonce des négociations. El Hadj Ndiogou. Depuis la fin du mois de janvier, le directeur général de la Banque agricole a vu son salaire passer de 6 à 11 millions, soit une augmentation de 5 millions. Le PCA, le président du conseil d'administration, lui touche maintenant 4 500 000 francs tous les mois contre 2 millions avant. Pendant ce temps, les directeurs de la banque, 11 au total, perçoivent 700 000 francs de plus sur leur salaire. Ce n'est pas tout. Les administrateurs qui avaient juste des jetons de présence après les réunions ont désormais un salaire mensuel de 800 000 francs. À ces hausses de salaire s'ajoutent des dotations en véhicules, carburant et autres avantages suffisants pour mettre dans tous leurs états les travailleurs de l'ex-CNCAS, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Ils s'interrogent sur les motivations réelles de ces augmentations de salaire du top management qualifié de tong-tong au sommet de la banque. Ces travailleurs ne comprennent pas non plus pourquoi ils ont été zappés et réclament une augmentation de 300 000 francs pour chaque agent. Ces travailleurs de la banque agricole ont d'ailleurs observé hier une journée de port de brassard rouge en attendant d'autres actions syndicales. Mais le directeur général de l'ex-CNCAS tempère les ardeurs. Malick Ndiaye, joint au téléphone, précise que c'est le conseil d'administration qui a décidé souverainement d'augmenter son salaire et celui des autres responsables. C'était lors d'une réunion tenue le 29 décembre dernier. Non sans souligner qu'il est le DG le moins bien payé dans le secteur bancaire. Le patron de la banque agricole qui parle de faux débats et déclare qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Par ailleurs, Malick Ndiaye dit avoir reçu la plateforme revendicative des travailleurs et compte entamer des négociations en vue d'un consensus. La CNCAS, créée en 1984, a connu un rebranding en juillet 2019 pour devenir la banque agricole. Évoquons maintenant l'épidémie de Covid-19, le coronavirus qui est partout au Sénégal. Le district sanitaire de Goudomp, seul bastion resté intact depuis l'apparition du virus à corona dans notre pays, est tombé. Ce département enregistre son premier cas officiel suivant le communiqué du ministère de la Santé du jour et confirmé par l'équipe sanitaire de Goudomp. Un cas devenu sur 158 enregistrés depuis le début de la pandémie dans la région de Sédhiou.
Correspondance Max Euclide Kamfani. Ce cas confirmé dans le département de Goudomp aurait quitté récemment Mbour, localité où cette personne a séjourné pendant quelques jours avant de rentrer dans sa localité sise dans ce département de Goudomp. Ce département de Goudomp restait jusqu'ici le seul de la région de Sédhiou à ne pas enregistrer de cas et le seul district sanitaire du Sénégal intact jusqu'à la détection de ce cas confirmé positif après les tests réalisés chez cette personne. Pour l'heure, dans ce département qui vient d'enregistrer son premier cas depuis l'apparition du virus dans notre pays en février 2020, ce sont des appels au calme et à la sérénité. L'équipe médicale de ce district pilotée par le docteur Christophe Kamfom est présentement sur le terrain pour répertorier les potentiels cas contacts et réaliser les tests pour éviter la propagation du virus dans ce département le plus vaste de la région avec 15 communes et partageant ses frontières avec les régions de Kolda et Ziguinchor et la Guinée-Bissau. Ces autorités médicales comme administratives et locales appellent les populations à respecter davantage les mesures barrières, surtout le port correct du masque pour rompre la chaîne de contamination. Avec ce cas premier enregistré dans ce département de Goudomp, la région enregistre officiellement ainsi son 151e cas réparti comme suit: 133 dans le département de Sédhiou, 24 à Bunkiling et 1 à Goudomp. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Les chiffres au niveau national, c'est 201 nouvelles contaminations sur 1555 tests effectués, soit un taux de positivité de 12,93%. Il y a eu 80 cas contacts et 121 cas communautaires parmi les régions ou les districts les plus touchés par les cas communautaires. Thiès avec 11 cas communautaires, Rufisque 7 et 6 à Kaolack et Saint-Louis. Depuis l'apparition du premier cas au Sénégal le 2 mars dernier, 31 476 cas positifs ont été enregistrés. Ils sont répartis entre 25 865 cas guéris, 760 personnes décédées, dont 6 ces dernières 24 heures, et un évacué finalement décédé en France. En tout, 4 850 patients sont sous traitement. Faisons maintenant la cartographie de cette pandémie ici au Sénégal. Avec vous, Awambaye. Goudomp, le 79e district sanitaire à avoir chopé le virus. Le Covid-19 a fait le tour du Sénégal. Chaque localité a maintenant son lot de cas confirmés. Sur la carte, les districts de Dakar Centre, Ouest, Sud et Nord enregistrent les plus grands chiffres. À eux seuls, ils comptabilisent plus de 15 000 cas, soit la moitié du nombre total de personnes infectées au Sénégal depuis le 2 mars 2020. Ensuite suivent les districts de Thiès, Touba, Kaolack et Guédiawaye avec plus de 1100 cas affichés au tableau. Le virus circule dans les 4 coins du pays avec une intensité différente et certains districts enregistrent même moins de 10 personnes contaminées. C'est le cas de Goudomp, Diankémaha, Médina Yoro Foulah, Kidira, Diakhao, Maka Koulibantang, Keur Momar Sarr, Niakhar, Gossas, Malem Odar, Ranérou et Diakhao. Dakar et Thiès sont les seules régions où le couvre-feu est appliqué. Selon les données épidémiologiques du Comité national de gestion des épidémies, le virus circule activement dans ces deux régions. Arrêtons-nous maintenant sur la situation des enfants atteints de Covid-19 au Sénégal. 1806 enfants sont contaminés depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas a augmenté en 2 mois. La direction de l'action sociale, des spécialistes de la santé, des organisations communautaires de base se réunissent à Thiès pour la 2e fois pour les former sur la prise en charge psychosociale des parents dont leurs enfants sont malades de Covid-19. Cher Anta Diop. La pandémie dans toute sa complexité touche les enfants. En 2 mois, le nombre d'enfants atteints de coronavirus a augmenté selon la directrice générale de l'action sociale, Aram Topsen. Au niveau national, au mois de décembre, on avait 1806 enfants qui étaient touchés par la Covid. C'est 1702 enfants, garçons. Le reste, ce sont des filles. C'est un nombre très élevé pour des enfants à qui nous devons protection et nous devons également les prévenir pour qu'ils ne subissent pas la pandémie. Et on ne sait pas actuellement quelles pourraient être les répercussions sur leur vie future. C'est pour cette raison qu'elle a réuni l'ensemble des services départementaux des organisations communautaires de base pour les former sur la prise en charge psychosociale des parents et des enfants malades de la Covid-19. Evelyne Gay, spécialiste en protection
l'éducation de l'enfant à l'UNICEF. Au niveau scolaire, nous faisons tout pour ne pas les sortir de l'école. Nous faisons tout pour que les enfants continuent les apprentissages. Mais nous faisons de sorte que même si les enfants ne vont pas à l'école, qu'ils puissent avoir accès à l'apprentissage. Il y a des modalités d'apprentissage à distance qui se mettent en place pour que les enfants puissent continuer leur éducation et ne pas rester à la maison à ne rien faire. D'ailleurs, un guide a été produit pour permettre à ces acteurs de l'action sociale de savoir comment faire, quelles sont les techniques pour accompagner ces populations touchées par la Covid-19. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 16 février 1994, 16 février 2021, 27 ans depuis les événements qui avaient coûté la vie à des policiers sur le boulevard du Général de Gaulle. 6 policiers avaient été lynchés sur les allées Centenaire. RFM revient sur ces événements douloureux. Mohamed Ali Mouba est retourné sur les lieux du crime attribué à l'opposition qui avait organisé ce jour-là. Une manifestation qui a finalement dégénéré. Cela fait 27 ans que les événements douloureux se sont passés. Mais le vieux Camara n'a rien perdu de ce qui s'est passé. Rond-point dans le Centenaire, c'est là qu'ils faisaient les manifestations. Il y avait Abdoulaye Wade, il y avait tout ça. Il y avait Savané et autres. Les Savané, les Moussassouline. Les policiers sont morts ici. Il y avait des manifestations. Après la manifestation, ils ont passé par là, ils ont vu les policiers. Bon, je ne sais pas comment. Ça a débordé donc. Oui, ça a débordé. 16 février 1994, Maître Abdoulaye Wade et une belle brochée de l'opposition de l'époque, Landing Savané et consorts, organisent un meeting sur les allées Centenaire. Le contexte politique était tendu. Élection contestée de 1993, mort de Maître Babacar Seye au mois de mai de la même année, dévaluation du franc CFA en janvier 1994 et détention de Serigne Moustapha Sy un peu plus tôt pour délit d'opinion. Sous l'initiative de la coordination des forces démocratiques, CFD, la rencontre connut la participation des Moustarchidines. À la fin de la communication, Maître Abdoulaye Wade, comme pour satisfaire la demande de la foule, laisse entendre, vous voulez marcher sur le palais? Eh bien, marchez. On était là en train de regarder ça. Et comment on les a tués? À coups de briques ou de pieds? Non. Ouais. Dans la voiture. La foule les a tués dans la voiture. Voilà. À l'époque, Lamine Diouf avait 23 ans, mais tout s'est déroulé sous ses yeux. Bon, finalement, la foule est venue sur eux. Bon, arrivé juste en face de la mairie, en face de la station essence. Mais les pierres et les bâtons. Ils ont lynché complètement les policiers. Voilà, c'est ça. C'était douloureux ce jour-là. C'était violent. Oui, c'était violent quand même. C'était très violent. Bon, ensuite, les gens se sont dispersés. La foule s'est dispersée. Bon, il y a même un policier qui est venu un peu, je l'ai vu vers le boulevard, menacé avec son pistolet. C'était pas pour tirer quand même, mais c'était pour faire disparaître la foule. Disperser la foule. L'événement a fait le tour du monde. À l'époque, le vieux Ndiaye était en France, mais il a vu les images, des images choquantes. À l'époque, c'était très chaud. C'est pas comme maintenant, c'était plus dur que ça. C'était la première fois qu'il y avait ce genre de mouvement au Sénégal. Oui, je revois même les images, ce champ de course. Mais encore le coup parce que j'habite à côté. Donc, interpellé, j'ai bien regardé les images, j'ai trouvé ça choquant. Le bilan de cette marche s'est soldé par la mort de 7 personnes, dont 6 policiers tués à l'arme blanche. Plus de 150 membres des Moustarchidines arrêtés, de même que des membres de l'opposition, Abdoulaye Wade et Landing Savané. Ils vont tous rejoindre Serigne Moustapha Sy, arrêté le 30 octobre 1993. Le même jour, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Guy Boka, annonce l'interdiction sur tout le territoire national des activités du mouvement des Moustarchidines. Après des mois passés en prison, à Dakar et à Rufisque, les manifestants bénéficient d'un non-lieu. Et Diouf va finir par tendre la main à l'opposition. 27 ans après ces événements, les familles des 6 policiers ne sont toujours pas indemnisées. Une situation que dénonce l'ancien député Maître Abdoulaye Babou, lui-même ancien policier. Il interpelle les autorités sur le sort des familles des victimes. Vous l'entendrez certainement dans notre édition en Wolof à 13h. RFM. L'actualité internationale. À 12h20, l'actualité internationale avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Lutte antiterroriste, le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières. C'est entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'annoncé du président tchadien Idriss Déby Itno en marge du sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Selon la télévision tchadienne, les ministres de la Défense du Tchad, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso se sont rendus hier à Ngigmi, au Niger,
Niger, près de la frontière avec le Tchad où sont stationnés les soldats qui seront ensuite déployés dans la région dite des 3 frontières. L'envoi de soldats tchadiens avait été initialement annoncé il y a 1 an lors du sommet de Pau en France, mais l'opération avait été retardée par la menace djihadiste sur les bords du lac Tchad et par un désaccord entre N'Djamena et ses partenaires sur les modalités notamment financières de ce déploiement. Le sommet du G5 Sahel prend fin aujourd'hui. Le président Sall prend part à la séance élargie. Et ce matin, notez qu'Emmanuel Macron a promis une action renforcée au G5 Sahel. Objectif tenter de décapiter les organisations affiliées à Al-Qaïda. Le président français participe au sommet en mode visioconférence. Ouverture ce mardi devant la Cour pénale internationale du procès de 2 miliciens centrafricains. Alfred Yekatom Romboya et Patrice Edouard Ngaïsona sont tous 2 accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la 3e guerre civile de Centrafrique entre décembre 2013 et août 2014. Nous nous rendons en RDC, la République démocratique du Congo, qui a un nouveau Premier ministre. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a été nommé chef du gouvernement par le président Tshisekedi. Ingénieur de formation, il était jusqu'ici le directeur général de GECAMINE, la compagnie minière d'État. Jean-Michel Sama est un ancien député et ministre des Sports sous Joseph Kabila. Il avait démissionné de son poste en 2015 pour aller militer au sein de l'opposition sous le leadership de Moïse Katumbi. En Birmanie, Aung San Suu Kyi face à une nouvelle inculpation. L'ex-dirigeante a été de nouveau inculpée pour avoir violé la loi sur la gestion des catastrophes naturelles. C'est ce qu'a fait savoir son avocat. Il précise d'ailleurs qu'une nouvelle audience doit avoir lieu le 1er mars. Aung San Suu Kyi fait déjà l'objet de poursuites pour avoir importé illégalement du matériel de communication. Elle est en résidence surveillée et elle a été renversée par un coup d'État le 1er février dernier. Le Canada et ses alliés du G7, soutenus par plus de 30 pays, ont lancé hier la nouvelle déclaration contre la détention arbitraire. Cependant, la Chine a exprimé son mécontentement à ce sujet. Plus de précisions avec Mamadou Aïchandiaï. Le Canada a lancé ce lundi la campagne pour expliquer une nouvelle déclaration initiative pour impliquer des pays à combattre des arrestations arbitraires. Le ministre des Affaires étrangères, M. Champagne, aujourd'hui ministre de l'Industrie, s'est adjoint à M. Garneau, ministre des Affaires étrangères, 2 dizaines de pays lors d'une téléconférence de 3 heures d'horloge pour lancer cette nouvelle initiative. Une nouvelle initiative donc qui entre en droite ligne par rapport aux préoccupations du Canada pour faire libérer des Canadiens qui sont arrêtés en Chine. Il faut rappeler que le Canada a demandé un soutien mondial pour libérer Michael Kovich et Michael Sapavor qui passent depuis lundi leur 798e jour dans les prisons chinoises. Ils ont expliqué, à l'instar des pays comme l'Iran, des pays comme la Russie, des pays comme la Chine doivent arrêter ces exactions qui visent à stopper la bonne marche des politiques. Le pouvoir chinois dit ainsi exprimer son mécontentement marqué et sa vie opposition à ce sujet et a transmis ses plaintes au gouvernement canadien. Ici Montréal, Mamadou Aïchandiaï, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci à vous, Georges Détié Diop. Il est 12h24. RFM Sport. Pour le journal des sports, nous accueillons Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Victoire à Harare, départ de Malik Daf du banc. Le président de la section foot du Diaraf fait le point. Il s'appelle Youssou Dial, il fait le point sur cette fin de semaine assez mouvementée pour l'équipe de la Médina qui est allée battre à Harare l'équipe du FC Platinum par 1-0. Match comptant pour les barrages de la Coupe de la Confédération. Après, ils ont annoncé le départ de Malik Daf du banc. Comment expliquer tout ce remue-ménage dans le club de la Médina? Youssouf Dial nous explique tout. Les choses sont simples. Malik Daf, depuis quand même maintenant quelques années, cumule les fonctions d'entraîneur du Diaraf, de sélectionneur des U17. Il y a quelques mois de cela, le comité exécutif de la fédération avait fini de décider que les entraîneurs ne pourront plus cumuler donc ces 2 fonctions-là et à un moment donné qu'ils fassent un choix. Et aujourd'hui, en fait, donc le choix de Malik Daf s'est porté sur l'équipe nationale U17. Bon, mais maintenant aussi, nous sommes d'accord donc sur cette décision. Donc tout ceci pour vous dire qu'en fait, donc c'est
une séparation qui s'est faite après une discussion entre personnes responsables. Quelle appréciation vous faites de la victoire du Jaraaf à Harare? Ce succès, nous l'apprécions à sa juste valeur. C'est vrai qu'en fait, nous avions mis les conditions pour obtenir ce résultat parce que nous nous sommes déplacés assez tôt au Zimbabwe pour venir s'acclimater et bien s'entraîner sur place avant le match. Les joueurs ont été dans des conditions favorables pour faire cette performance. Maintenant, ce n'est qu'une manche aller. Nous avons gagné cette manche aller, il reste la manche retour. Il ne faut pas qu'on derde pour nos lauriers. Il faudra donc se concentrer rapidement sur ce match. Un match prévu le 21 février prochain. Aujourd'hui, on va jouer pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique qui se joue en Mauritanie. Aujourd'hui, c'est le Ghana qui défie l'équipe de la Tanzanie. La Gambie jouera contre l'équipe marocaine. Ligue des Champions, début des huitièmes de finale. Allez, ce soir à 20h, l'équipe de Leipzig joue contre Liverpool de Sadio Mané. Et toujours ce soir, l'équipe de FC Barcelone défiera le Paris Saint-Germain. Basketball à présent, l'équipe nationale quitte Dakar à 15h pour Yaoundé. Après l'unique séance de préparation et de mise en place du tournoi, les Lions vont s'envoler à partir de 15h pour rallier Yaoundé où ils vont participer à partir de vendredi au tournoi de la FIBA, tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique de basket chez les hommes. Les Lions vont jouer vendredi le premier match, ce sera face à l'équipe du Kenya. Et puis la Ligue Mixar arrive à Dakar, Malal. C'est un nouveau sport qui arrive à Dakar, un mix entre différents arts martiaux que les lutteurs bombardiers Khadim Gadiaga et Rocky Balboa veulent instaurer au Sénégal afin de permettre aux lutteurs d'avoir d'autres sources de revenus. Khadim Gadiaga, l'un des coordinateurs, nous en dit un peu plus. Je félicite le B52 de Mbour, bombardier qui vient de décrocher un grand combat au Pologne, plus précisément à Varsovie, le 20 mars, contre Mariusz Podjanowski, qui est 5 fois champion du monde, de l'homme le plus fort du monde. Donc il a plus de 20 combats de mixed martial art. Il a eu 13 victoires et 7 défaites. C'est un colosse. Ce sont des heavyweights, comme on dit aux États-Unis. Ce sont des super lourds. Donc il a de l'expérience et nous prions pour que Bombardier remporte ce combat. Donc nous, depuis lors, on est en train de travailler d'arrache-pied pour mettre en place cette ligue de mixed martial art. Mais ce que nous voulons faire est diamétralement opposé avec leur projet. Le projet que nous voulons faire, c'est de mettre en place une ligue, de trouver des sponsors, parce que comme ça se fait aux États-Unis, ce sont les ligues qui organisent les combats, qui trouvent les sponsors. À Las Vegas, la ligue de UFC Fighter, Ultimate Fight Championship de Dana White, il a plus de 800 combattants. Donc nous, notre objectif, c'est de privilégier les lutteurs dans la ligue qu'on est en train de mettre en place. Et les lutteurs vont y trouver leurs bénéfices. Le mixed martial art, c'est le regroupement de beaucoup de sports de combat. Le jiu-jitsu, le grappling, boxe, karaté, kung-fu, capoeira, lutte sénégalaise. Voilà donc Suleiman, c'est tout pour les actus sport. Merci Malal Junior Diagne, il est 12h29. La presse de ce mardi 16 février 2021, passée en revue par Georges Détié-Diop. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr encore et toujours. D'abord, la procédure de levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Les journaux, Le Quotidien et L'Observateur indiquent que les membres de la commission ad hoc sont connus. 11 députés ont été choisis pour enquêter sur les faits qui sont reprochés aux députés de PASTEF. 8 de la majorité parlementaire, 2 de l'opposition, Cheikh Mbacké Bara Dolly et Moustapha Guirassy, et un non-inscrit, en l'occurrence Fatou Ndiaye de Rewmi. Fatou Ndiaye, justement, mes confrères soulignent que c'est elle qui était retenue au départ, mais les non-inscrits ont finalement préféré Cheikh Bamba Dièye, le parti Rewmi ayant rejoint la majorité présidentielle. Lors de la constitution de la commission ad hoc, l'opposition s'est interrogée sur l'opportunité de lever l'immunité parlementaire de Sonko alors que le réquisitoire introductif du procureur de la République parle de plainte contre X. Ainsi, l'opposition a voulu connaître l'identité de X. Sur le même registre, les avocats de Sonko ont écrit au procureur. C'est ce que rapportent L'Observateur et Le Quotidien. La défense, selon mes confrères, accuse Serigne Bassirou Gueye de s'acharner contre leurs clients. Les avocats dénoncent les violations flagrantes de la loi pour la levée de l'immunité parlementaire du député Sonko. Ils affirment que, pour la première fois au Sénégal, un réquisitoire est pris contre X. Les tests ADN dans tout cela, L'Observateur s'y intéresse et indique que l'histoire des viols répétés reprochés à Sonko peut faire appel à des tests ADN, lesquels peuvent ne pas être déterminants
même s'ils peuvent fournir d'importantes informations pour le juge d'instruction du 8e cabinet. En tous les cas, dans cette affaire, Sonko Adji Sarr, la justice est sur la sellette. Du moins, si l'on en croit Enquête. Le journal note qu'à la majorité qui invoque un litige entre particuliers et s'en remet au verdict des tribunaux, le camp de Sonko oppose un complot politique et semble plus se fier au jugement de l'opinion. Pour les uns, le procès est la seule voie pour régler le différend. Pour les autres, il faut surtout un rapport de force pour ne pas subir la jurisprudence Karim Wade, Khalifa Ababakar Sall. Certains estiment, selon Enquête, que tout ceci est la résultante d'une crise entre la justice et une bonne partie des justiciables. Le grand parti, il faut le noter, est du côté du leader de PASTEF. D'ailleurs, Vox Populi souligne que Gakou a pris fait et cause pour Sonko, à qui il a manifesté toute sa solidarité. En plus, le grand parti a demandé à ses députés de voter contre la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. L'ancien président Abdoulaye Wade, lui, s'est prononcé sur cette affaire. Dans un communiqué, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais a témoigné son soutien à Sonko, mais a évoqué son manque de prudence et son inexpérience qui ont été exploités par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses. Une sortie de Wade qui a suscité beaucoup d'interprétations et certains estime que le communiqué en question enfonce davantage le leader de PASTEF, ce qui fait réagir les libéraux. Dans les Échos, Mame Diarra Fam, Cheikh Dieng et Lamine Ba disent leur vérité. Ils invitent les détracteurs de Wade à savoir raison garder. Pour eux, l'ancien président a été très explicite en condamnant l'attitude du régime tout en témoignant son soutien à Ousmane Sonko. Pendant ce temps, le député Cheikh Bara Dolly révèle dans Source A les conseils que Wade prodiguait à Ousmane Sonko. Dans un entretien accordé à mon confrère, il confie que le président Wade avait demandé à Sonko de faire attention à ce qu'il mange et là où il pose les pieds. Il lui avait aussi dit d'amener avec lui sa femme quand il part en voyage. Cheikh Bara Dolly de souligner qu'il pense que si Sonko avait respecté ses conseils, tout cela ne serait pas arrivé. L'affaire Sonko Adji Sarr et la traque tous azimuts des proches de Sonko et de leurs parents. Les Échos apprend que l'épouse de l'administrateur de PASTEF est placée en garde à vue depuis hier à la division des investigations criminelles. Les Échos révèlent que la femme de Biram Souley Diop a été vendue par une étudiante du nom de F. Traoré. Cette dernière aurait dit aux enquêteurs que c'est Madame Diop qui lui a demandé d'acheter une puce et avec la puce, Abbas Fall menacé des autorités dont Mahmoud Saleh et Souleymane Ndéné Ndiaye. À la lumière de cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, Sud Quotidien s'intéresse ce matin au traitement médiatique de dossiers sensibles et brûlants d'actualité. Entre sensationnel et déséquilibre. Dossier aux pages 6 et 7 de Sud Quotidien. Du nouveau dans l'affaire de l'effondrement d'un immeuble en construction à Khodoba. Libération informe de l'arrestation du directeur général de 3MD Énergie, de l'entrepreneur et du chef du chantier. Le dossier est confié au juge du 2e cabinet de Thiès. En cause, il n'avait ni permis de construire, ni assurance. À vos kiosques et bonne lecture.